Merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 13 heures à Bamako, la même heure à Abidjan en Côte d'Ivoire. Le journal Bourama Traoré. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la deuxième édition de Mali Actualité, les titres. Jury pour la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Le coup d'envoi sera donné à 20h entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. Que faut-il s'attendre à cette CAN? Famour Djourté répondra à la question. C'est une réponse à une préoccupation qui perturbait le sommeil des anciens employés de la MINUSMA ayant contracté des prêts auprès des banques. Un protocole d'accord signé hier dans ce sens permet à nos compatriotes de s'acquitter de ces prêts sans grande difficulté. Les Comoriens votent ce dimanche pour l'élection présidentielle. Le président sortant Azali Assoumani fait face à 5 candidats d'opposition. Hier, les membres du bureau de vote ont prêté serment devant le procureur de la République. Le Cap-Vert est officiellement exempt de paludisme selon l'Organisation mondiale de la santé. Le pays a reçu hier sa certification des mains du directeur général de l'OMS, une étape historique franchie par cet archipel ouest-africain constitué de 9 îles. La chronique culture et société de ce samedi nous amène à Ségou pour découvrir ou redécouvrir le barafoli. C'est une danse traditionnelle de la région qui s'est faite aujourd'hui avec la canne et non le fusil. Les raisons en fin d'édition avec Alpha Maïga. C'est tout pour les titres. Une fois n'est pas coutume, nous ouvrons cette édition avec le sport. L'actualité, vous le savez déjà, c'est l'ouverture aujourd'hui de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est jusqu'au 11 février prochain. Le match inaugural oppose la Côte d'Ivoire, le pays organisateur, à la Guinée-Bissau à partir de 20h. À quelques heures du coup d'envoi de cette canne, Famour Djourté nous aide à comprendre à quoi faut-il s'attendre. Akwaba ou bienvenue si vous voulez, la CAN 2023 ouvre ses portes ce samedi 13 janvier 2024. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la fête du football africain, la 34e de l'histoire, s'annonce grandiose. Cette Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire réunit tous les ingrédients pour être la plus belle de l'histoire. Toutes les grandes nations africaines sont présentes, les grands joueurs semblent affûtés, les infrastructures sont prêtes. Il ne manque plus qu'une chose, que le coup d'envoi soit donné. Et il le sera à 20h GMT avec le match inaugural entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau dans le groupe A. Bien évidemment, qui dit compétition parle des favoris et d'outsiders. Pour cette CAN 2023, deux nations se détachent parmi le peloton des prétendants. On a d'abord le Maroc. Les Lions de l'Atlas semblent en effet être les premiers dans le jeu des pronostics. Exceptionnels lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, les joueurs de Walid Regragui ont atteint les demi-finales. Une performance inédite dans l'histoire de l'Afrique. Et dès la fin du mondial, le sélectionneur marocain avait mis le cap sur la Côte d'Ivoire. Mais le Maroc n'a remporté la CAN qu'une fois. C'était en 1976. À côté du Maroc, comment ne pas désigner le Sénégal parmi les favoris? Les Lions de la Teranga vont aborder la CAN 2023 avec un costume tout neuf, jamais arboré dans toute son histoire, celui de champion d'Afrique en titre. Dès lors, il y a légitimement une envie de rééditer la performance de 2022 au Cameroun. D'autant plus que le groupe semble toujours aussi compétitif, même si sur les 27 sélectionnés pour aller en Côte d'Ivoire, seuls 17 étaient de l'aventure victorieuse lors de l'édition 2021. Huitième de finaliste au Qatar, vainqueur du Brésil 4-2 en amical avec un Sadio Mané toujours présent, le back-to-back est possible. Mais attention, la Côte d'Ivoire ne compte pas se laisser faire. Les Ivoiriens vont-ils organiser la CAN 2023 pour regarder une autre nation soulever le trophée? Tout sauf ça. Les éléphants veulent s'offrir une troisième CAN après 1992 et 2015. La bande à Sébastien Haller a d'ailleurs idéalement préparé sa compétition avec un succès 5-1 en amical face à la Sierra Leone samedi dernier. L'Égypte, finaliste de la CAN 2021, sera elle aussi à surveiller. Les pharaons sous la houlette de Rui Vitoria sont redoutables et prêts à retrouver les sommets du football africain. De son côté, l'Algérie, championne en 2019, veut oublier la CAN 2021 où elle avait été éliminée dès le premier tour. Le Mali, notre Maliba, quant à lui, avec son groupe séduisant, veut enfin prouver sa valeur sur le continent. Les Aigles font partie des outsiders. Tout comme l'Afrique du Sud, les Bafana Bafana n'ont connu qu'une défaite en 2023. Le Cameroun, habitué aux joutes continentales, sera aussi à surveiller. Les enjeux de cette CAN 2023 ne sont pas seulement sur le plan collectif. Individuellement, certains joueurs vont entrer dans l'histoire du football africain. Youssef M. Sakini, 33 ans, tunisien, et André Ayou, 34 ans, ghanéen, vont disputer la compétition pour la 8e fois. Ils vont ainsi rejoindre le Camerounais
Rigobert Song et l'Égyptien Ahmed Hassan au classement des joueurs ayant disputé le plus de CAN. Vincent Aboubakar aura aussi un enjeu individuel, enfin s'il joue, car selon certaines rumeurs, il pourrait déclarer forfait pour une blessure au genou. Mais s'il est apte, il pourrait écrire l'histoire lui aussi. L'attaquant camerounais compte 9 buts en CAN. Même s'il est encore loin du meilleur buteur de l'histoire de la Coupe d'Afrique, son compatriote Samuel Eto'o qui compte 18 buts, Aboubakar peut espérer se rapprocher des 2e et 3e places détenues par Laurent Pokou, l'Ivoirien avec 15 buts, et Rachidi Yekini, Nigérian, 13 buts. Ou du moins intégrer le top 5 qui est fermé par Didier Drogba avec 11 buts. Sadio Mané 8 buts, André Ayou 8 buts et Youssef Msakni 7 buts peuvent également intégrer le top 5. Chaque édition a son groupe de la mort. Celui de la CAN 2023 est sans aucun doute le B. Dans cette poule, le Sénégal, champion en titre, défiera ses voisins, la Gambie et la Guinée de Serhou Guirassy. Il y a aussi le Cameroun, de quoi offrir du spectacle et qui sait peut-être qu'un gros tombera dans le premier tour. Lors de l'édition précédente, la Gambie avait atteint les quarts de finale pour sa première participation. Les Comores, novices, les 8e. Alors, qui sera le chouchou de la CAN 2023 parmi les petits poussés? La Namibie peut-être. Toutefois, d'autres écuries peuvent aussi rêver grand. Le Mozambique pourrait surprendre dans le groupe B avec le Ghana, l'Égypte et le Cap-Vert avec son jeu chatoyant prôné par Sikinho Kondé. Vous l'aurez compris, les enjeux sont nombreux pour cette CAN 2023. S'il est difficile de prédire son dénouement, une seule chose est sûre, c'est qu'il y aura du spectacle. Alors, préparez-vous et Akwaba. Oui, Famour Djourti, Akwaba, welcome ou bienvenue à Bismillah. Les qualificatifs ne manquent donc pas pour accueillir l'Afrique et le monde entier africain de Côte d'Ivoire. Bien entendu, les aigles du Mali sont de la fête. Ils sont arrivés hier à Korogo. L'ORTM également, votre chaîne nationale, sera au cœur de cette compétition avec des journaux spéciaux de la CAN et d'autres émissions pour vous permettre de vivre pleinement cette fête du football africain. Sur la scène internationale, au Burkina Faso, les forces armées ont reçu hier de nouveaux équipements dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, leur a remis un important lot de matériel roulant, d'armes de combat et de munitions. Une livraison qui ouvre une nouvelle phase dans la lutte, dans la guerre contre le terrorisme, selon le chef de l'État du Faso. Les Comoriens se rendent aux urnes demain dimanche pour l'élection présidentielle. Le président sortant Azali Assoumani brigue un second mandat face à 5 candidats d'opposition. Hier, les membres des bureaux de vote ont prêté serment devant le procureur de la République et les jurent de remplir leur mission fidèlement, honnêtement et sans partialité. De son côté, l'opposition dénonce le manque de transparence et de crédibilité du scrutin. Au Kenya, une centaine de personnes ont manifesté hier à Nairobi à l'appel de la Société kenyane du droit. Cette association d'avocats a lancé un mouvement de protestation suite aux récentes déclarations de William Ruto. Le président kenyan a accusé publiquement la justice de corruption et d'entrave à ces réformes, dont plusieurs sont actuellement suspendus par des jugements auxquels le président Ruto a annoncé qu'il ne se soumettrait pas. Le Cap-Vert est officiellement exempt de paludisme. L'Organisation mondiale de la santé l'a annoncé récemment, ce qui marque une étape historique pour cet archipel ouest africain constitué de 9 îles. La certification a été délivrée hier au pays au cours d'une cérémonie en présence du directeur général de l'OMS qui a annoncé l'importance de cette réalisation dans le contexte mondial actuel. Le Premier ministre du Cap-Vert a exprimé sa satisfaction face à cette nouvelle réalité. Pour un pays dont le tourisme est la principale activité économique, l'élimination du paludisme représente la levée d'une contrainte sur la mobilité, l'élimination d'une perception négative et le renforcement de la confiance sanitaire, a-t-il déclaré. Enfin, la Turquie a mené dans la nuit de vendredi au samedi des frappes aériennes contre 29 cibles terroristes dans le nord de l'Irak et de la Syrie, a annoncé le ministre turc de la Défense. 9 soldats turcs ont été tués et 4 autres blessés dans une attaque contre une base militaire turque dans le nord de l'Irak, précise la même source. Retour au Mali pour parler de cet acte qui réjouit certainement les anciens travailleurs de la MINUSMA. Le gouvernement a signé hier un protocole d'accord avec l'association du staff local de la mission onusienne, la BNDA et la BDMSA. Ce protocole vise à permettre à nos compatriotes de s'acquitter de leurs dettes auprès de ces institutions financières sans grande difficulté. Selon certaines sources, plus de 8000 Maliens étaient employés par la MINUSMA. Le compte-rendu est signé Mamari Koné. C'est un protocole d'accord signé par le gouvernement de la République du Mali, l'association du staff local de la MINUSMA et les banques BNDA et BDMSA. Il s'agit d'une institution du président de la transition dans le cadre de l'atténuation de l'impact social et économique du retrait de la MINUSMA. Daouda Berté, président de l'association du staff local de la MINUSMA. L'Islam engage ses membres à céder 50% de leurs indemnités pour le remboursement anticipé du montant dû de leurs prêts en cours.
en déduction anticipée du montant dû de leurs prêts en cours sans frais ou pénalité. Le protocole d'accord pour le remboursement des encours des prêts des travailleurs de l'aménagement a été élaboré de façon participative. Bagayougo Aminata Traoré, ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle. Ce que j'aimerais saluer ici, c'est vraiment la bonne collaboration que nous avons eue, déjà au niveau gouvernemental, mais une très bonne collaboration aussi avec les banques. Remercier ici pour leur disponibilité et aussi pour leur ouverture d'esprit. Selon le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, ce protocole vise à accompagner les anciens employés de l'aménagement. Colonel Abdoulaye Maïga. Le document se veut un outil pertinent, efficace et efficient. Il constitue une réponse aux inquiétudes et appréhensions que nos concitoyens de l'Aslam peuvent ressentir. L'occasion me paraît opportune pour saluer le volontarisme et l'engagement de l'ensemble des acteurs qui ont bien voulu contribuer à l'élaboration de ce document, et particulièrement le secteur privé pour son appui constant au gouvernement de la transition. Cet élan de solidarité nationale est en parfaite adéquation avec la vision de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, bâti sur les 3 principes guidant l'action publique dans notre pays. Le directeur général de la Banque nationale de développement agricole, le BNDA, et celui de la Banque de développement du Mali, BDM-SA, ont tous remercié le gouvernement pour avoir piloté et encadré ces protocoles d'accord. Il reste à présent aux différentes parties de respecter leurs engagements. Eux n'ont pas de dettes à rembourser, mais ils sont surtout préoccupés par le changement climatique. Les acteurs de l'environnement échangent autour des enjeux de la gouvernance des ressources forestières pour réduire les émissions d'ici à 2030. C'est là dans le cadre de la sécurité climatique. La rencontre se penche également sur l'opérationnalisation du mécanisme RED+. Voyons tout cela dans ce compte-rendu signé Mamadou Fane. Pour lutter contre la pauvreté et réduire la dépendance des populations les plus démunies aux produits forestiers, le Mali a adhéré à l'initiative de réduction des émissions en vue de protéger et restaurer les forêts. Cet atelier de présentation des enjeux de l'opérationnalisation du RED vise à encourager les pays moins avancés à suivre le mécanisme de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts et inciter à l'action. Colonel Soumana Fofana, coordinateur du programme Alliance globale contre le changement climatique. Le RED+, c'est un mécanisme qui a été ciblé pour accompagner la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national, qui est un engagement des parties prenantes de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique pour la réduction des émissions, dans l'optique de maintenir l'augmentation de la température sur la barre fatidique de 1,5. Il s'agit pour les participants de requérir l'engagement des partenaires techniques et financiers pour le financement des actions favorisant l'opérationnalisation du mécanisme RED au Mali. Pascal Perenec, chef de la délégation de l'Union européenne au Mali. La délégation de l'Union européenne est très attachée à cette thématique et a ainsi contribué aux travaux en finançant de 2010 à décembre 2023 le programme Alliance globale contre le changement climatique au Mali, AGCC. Ceci en 2 phases. Une première entre 2010 et 2017 et la deuxième entre 2017 et 2023. Mamadou Samake, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Le Mali s'est engagé dans plusieurs conventions, dont celle relative au changement climatique. Cet engagement au plan international marque la volonté de notre pays à participer à la lutte contre les changements climatiques. À cet égard, d'importantes actions au titre de ces engagements en tant que partie de la Convention ont été réalisées par le Mali. Cet atelier permettra au Mali de s'accorder sur le choix stratégique de l'opérationnalisation des RED et développer le mécanisme qui va contribuer à la sécurité climatique et environnementale. Oui, si on s'active à protéger l'environnement, les efforts ne faiblissent pas aussi contre un autre phénomène, celui de la corruption. Un nouveau rapport d'étude sur la perception des jeunes sur la corruption au Mali vient d'être lancé. Le document se veut une contribution à la lutte enclenchée par les autorités nationales dans la préservation des ressources de l'État. Souleymane Sidibé était présent au lancement du rapport pour Mali Actualité. C'est un document de 48 pages contenant des pistes de solutions pour éradiquer la corruption au Mali, qui a été présenté officiellement aux acteurs de la lutte contre la corruption au Mali. Ce rapport est composé de connaissances, tendances, croyances et évolutions. Dramani Yakouba Diallo, coordinateur des activités du projet LUSEC. Le document parle de la perception des jeunes et des femmes sur la corruption.
notamment sur les réformes mises en place. Ce document parle également des solutions que les jeunes et les femmes proposent pour que la lutte contre la corruption puisse atteindre ses objectifs. Mohamed Bengali, représentant de l'ambassade du Canada au Mali. Pour lutter contre la corruption au Mali, c'est l'homme malien qu'il faut changer d'abord. On va arriver à quelque chose. Il n'y aura pas de corruption zéro. Non, ça n'existe pas au monde. Mais nous devons faire en sorte que cette corruption soit réduite à sa plus petite expression. Le département de la justice rassure les initiateurs de son accompagnement et les félicite de leur appui constant dans la lutte contre la corruption. Mohamed Draman Traoré, représentant du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. La corruption est un fléau qui gangrène notre pays. Ressaisissons-nous, revenons à nos valeurs ancestrales. Voilà pourquoi le ministère de la Justice ne cesse de remercier chacun et chacune qui se considère comme étant acteur de lutte contre la corruption dans ce pays. Le présent rapport ainsi présenté se veut être une contribution dans la lutte contre la corruption. Oui, Souleymane Sidibé, la lutte contre la corruption permet de faire face aux préoccupations de la population, notamment celles liées à la santé. La santé, on en parle dans cette édition avec la tenue de la 21e session ordinaire du conseil d'administration de l'Agence nationale d'assistance médicale. Avec ces chiffres à retenir, pour l'année 2023, l'ANAM a assuré la prise en charge gratuite de près de 32 000 personnes. Le reste nous est raconté par Koumba Sissi. Sur l'initiative du gouvernement du Mali, la direction de l'Agence nationale d'assistance médicale à travers le RAMED, régime d'assistance médicale, n'a d'autre mission que d'assurer gratuitement la couverture sanitaire des personnes démunies. Cette 21e session ordinaire qui vient de se tenir est l'occasion pour les administrateurs de l'ANAM d'examiner les acquis et les faiblesses. Courant l'année 2023, l'ANAM a enregistré l'adhésion d'environ 215 922 personnes, sur lesquelles plus de 31 700 ont bénéficié de la prise en charge gratuite. Abdoulaye Guindo, secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social. Il faut rappeler que la prise en charge médicale complète de Mme Maïmouna Sanogo, amputée de ses 2 bras du fait des violences conjugales, est l'une des illustrations parfaite de la mission de l'ANAM. Amébé Traoré, directeur général de l'ANAM. Nous prenons les démunis en charge, nous prenons aussi toute la population carcérale, c'est-à-dire les détenus. Nous prenons aussi tous ceux qui sont au niveau des centres comme la pouponnière et autres. En plus de ça, l'ANAM a eu dans ses missions la prise en charge des blessés de guerre pendant la période d'urgence dans tous les hôpitaux et de fournir les médicaments à cet effet. Nouvelle année, nouveaux défis pour l'ANAM. Parmi ces défis à relever, le recouvrement de la cotisation des collectivités. Aujourd'hui, la difficulté majeure de l'ANAM réside dans le recouvrement des contributions des collectivités dans le dispositif. C'est d'inviter l'ensemble des collectivités à nous accompagner au titre de l'exercice 2024 parce que nous comptons vraiment cette année apporter le maximum de confort à toute cette population qui est sans voix. Pour l'exécution de ces tâches en 2024, le budget de l'ANAM est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de plus de 2,9 milliards de francs CFA. Chronique culture et société. Barafoli, ça vous dit quelque chose? Eh bien, c'est une danse traditionnelle de résistance à Ségou. Il est presque l'identité culturelle de la région qui s'est fait avec le fusil. Mais aujourd'hui, le barafoli s'exécute avec une canne. La modernité est passée par là. Pour tout savoir sur cette danse mythique, nous sommes allés à la rencontre d'un ancien directeur des ballets maliens, un historien et un artiste musicien. C'est le sujet de la chronique culture et société de ce samedi, signé Alpha Maïga. À l'instar des peuples anciens qui chantaient ou dansaient à la gloire de leurs dieux, les astres ou leurs idoles, les Bamanas célébraient ce qu'ils appellent leur Dieu. Il s'agit d'une sorte de fétiche à travers l'organisation de manifestations axées essentiellement sur les chants et danses. Ainsi, sur les 6 sociétés d'initiation Bamana, 5 ont donné naissance à des danses traditionnelles dites sacrées. Ces danses ont pour nom Komodon, Namadon, Kiwaradon, Ntomodon et Koré-Dougadon. À côté de celles-ci existent des danses liées à des réjouissances populaires ou à certains travaux. Parmi ces danses, le bara qui s'est exporté au-delà de Ségou pour être la carte d'identité de la danse ségovienne. Le bara, 2 instruments de percussion. Yamoussa Koulibaly, historien. Le gros tam-tam, les Bambara appellent ça le djumba.
et le petit tam-tam. Bambara appelle ça le bangolo. Le Ségovien trouve tout. Malik Dramé, artiste musicien. Dans le rythme bara, ça fait penser à nos aïeux, à nos arrière-parents. Le bara est une danse très majestueuse. Inki Diakiti, ancien directeur des ballets maliens. Le bara, c'est le folklore bambara. Mais quand on parle du bara, il y a le bara Djan, il y a le bara Tibarani qui est de Kolokani. C'est une danse qui a fait ses prouesses à Ségou, ses valeurs à Ségou. Une des formes d'expression vieille même du milieu bambara de Ségou. Il y a le Beledou. Originaire du Karta et introduite dans la région de Ségou au temps de Biton Mamari Koulibaly, nous étions au XVIIIe siècle. Le Barafoli était organisé traditionnellement la veille des grands combats. Les chefs de guerre, munis de leurs fusils, se présentaient au milieu de la place et exécutaient des gestes qui sont ceux d'un combattant sur le champ de bataille. Ils levaient leurs armes en l'air, visaient une cible imaginaire et tiraient. Un peu à la manière de nos chasseurs actuels lors des grandes cérémonies de réjouissance. Le barafoli a évolué de nos jours car ce sont les cannes qui ont remplacé les fusils, demeurant avec le port de superbes boubous et des danseurs, des plus majestueuses des danses traditionnelles du Mali. En général, le bara, il n'y a pas d'instrument spécifique, mais c'est le grand boubou surtout qui tient à la danse du bara. Et je vous dis que, par ricochet, que le président Moribo était un grand danseur de bara. Pendant les fêtes de l'indépendance, on lui donnait la baguette, il se levait, même s'il ne faisait pas trop de pas, il s'exhibait un peu et les gens sont défoulés. Le bara, c'est la danse de tout le monde en pays bambara. Mais d'abord des nobles. Les nobles parmi les nobles, c'est eux qui donnent les premiers pas. Après, les autres suivent. Aujourd'hui, cette danse a dépassé les limites géographiques de Ségou et de sa région. Plusieurs communautés du pays en contact avec les Bambara la dansent lors de certaines manifestations populaires de réjouissance. Message d'union, de paix, de sauvegarde, d'information, de communication et d'éducation. Tarabouare lance beaucoup de messages sur la société. Et quand il dit Sanu Negani, Wari Negani, Mabit Leke Ma Kenente Dien d'abord. Ensuite, elle a une autre chanson qui fait la valeur des hommes du Kala qui ont fait des prouesses. En clair, la danse a toujours représenté pour le Bamana une forme d'expression rituelle et populaire. Le proverbe Bamana qui dit que Donke Balia Kafisa Donkolo Keye. Autrement dit, ne pas du tout danser vaut mieux que danser mal. Simplement pour affirmer que le peuple Bambara s'est bien recréé et s'est bien exprimé par la danse. Oui, Alpha Maïga, c'est des pages culture, mais terme à cette édition qui vous a été servie par un trio Traoré. À la mise en ligne, Ségou Traoré, aux manettes Abse Traoré, devant ses micros Broma Traoré. Retrouvez tout à l'heure Astan Tangara pour la lecture des avis et communiqués, pour vous dire qu'il n'y aura pas aujourd'hui le journal interrégional. Les prochains rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30. Merci à vous de nous avoir suivis et passé d'excellents moments de radio en notre compagnie.